Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette web conférence qui a lieu dans le cadre du MOOC Rénovation performante, les clés de la réhabilitation énergétique, qui est coporté par l'ASDER et Arcan. Moi, je suis Aurélie Fauveau, chargée de projet pédagogique à l'ASDER. L'ASDER, nous avons un centre de formation qui s'appelle l'École du bâtiment durable, dans lequel nous proposons plusieurs types de formations du CAP jusqu'au bac+5. Donc que ce soit des formations longues d'1 an pour apprendre un métier et se reconvertir, ou des formations plus courtes à destination des professionnels pour monter en compétences sur un sujet en lien avec la rénovation énergétique du bâtiment et l'énergie. Donc on a un centre de formation en Savoie et on propose également des formations dans d'autres endroits en France. Si vous souhaitez vous renseigner, je vous laisse aller explorer le site de l'ASDER et vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un ou une collègue qui pourra répondre à vos éventuelles questions. Samuel, je te laisse la parole pour te présenter et présenter Arcane. Bonjour, donc Samuel Courget, je suis expert de différents sujets liés à la problématique d'efficacité énergétique du bâtiment, la qualité dans le bâtiment d'une manière générale, en éco-construction en particulier, avec une problématique spécifique autour des matériaux biosourcés. Et je suis salarié d'une structure qui fait de la veille technique et méthodologique au niveau national et de la formation et des interventions d'expertise sur des débats, sur des sujets techniques, l'écriture de documents de référence, etc., etc. Et en tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir là pour vous présenter le bilan d'une réflexion sur 50 années de rénovation énergétique en France. Merci. Merci Samuel. Je te laisse partager la présentation. Ok, donc allez, partage écran, c'est celui-ci, partager, diaporama, voilà, tu me dis si tout est ok Aurélie? Oui, oui, c'est tout Voilà, bon. donc, ouais, il se trouve, donc, rentrons sur le sujet, il se trouve que j'ai eu à mener cette réflexion. Quel enseignement peut-on tirer en France de 50 années de rénovation énergétique? Et cette réflexion, j'ai eu à la faire à la demande de l'Université polytechnique de Chernihiv, en Ukraine. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un grand merci à Richard Lacortiglia, qui est un acteur du bâtiment, qui milite depuis, maintenant, j'ose pas dire les années, puisque ça fait plus de 50, voire 60, et entre autres, qui travaille pas mal là en soutien avec l'Ukraine et le peuple ukrainien, qui en a grand besoin. Malheureusement, c'est pas le seul à être en mauvaise posture. Alors, revenons à nos moutons et plus exactement à notre problématique de la rénovation énergétique. Effectivement, 50 ans d'expérience en France, de nombreux enseignements, de nombreux retours d'expérience. J'ai 45 minutes pour les présenter. C'est une gageure. En 2 jours de formation, c'est plus facile, mais là, on va le faire. J'ai accepté le défi, alors j'y vais. Ne perdons pas de temps. Avant d'attaquer le sujet, simplement une petite précision. Dans cet exposé, je considérerais que rénovation et réhabilitation sont synonymes et que thermique et énergétique sont synonymes. Alors, simplement, par rapport à l'historique, hein, la recherche d'une performance énergétique est directement liée pour la France au prix de l'énergie et là, en l'occurrence, au prix du baril au niveau international. Pour les anciens pays du bloc de l'Est, c'était pas tout à fait la même chose. Je me souviens d'un échange avec des Polonais il y a une vingtaine d'années qui me disaient qu'ils travaillaient dans l'efficacité énergétique et qui me disaient, bah, nous, tant que le charbon est gratuit, je dirais, c'est pas évident de faire comprendre aux gens qu'ils ont à isoler leur bâtiment. En tout cas, par rapport à ça, il y a sur le bâtiment ancien une réelle logique, il y avait une réelle logique constructive vis-à-vis de la recherche du confort, mais ces savoir-faire ont été perdus durant le XXe siècle, où l'énergie a été abondante et bon marché. Ce, quand même, jusqu'au premier choc pétrolier des années 70 et 80. La France a rapidement réagi avec, par exemple, une première réglementation thermique pour le neuf dès 74.
L'isolation thermique s'est alors imposée à toute nouvelle construction. Et puis, dans la foulée, en 82, c'est l'obligation d'une ventilation continue, toujours pour le neuf, qui s'est imposée. Et grosso modo, la ventilation mécanique contrôlée s'est retrouvée dans tous les bâtiments neufs. L'isolation a paru tellement efficace à tout un tas d'acteurs qui la mettaient en œuvre ou qui vivaient dans ces bâtiments isolés que de nombreux acteurs l'ont appliquée sur les bâtiments existants. Sans que le terme soit alors spécifiquement usité, c'est ainsi qu'ont démarré les premières rénovations thermiques. Alors, la majorité de ces travaux se limitaient à la pose d'isolants, au changement de fenêtre pour des nouvelles fenêtres double vitrage, étanches à l'air, et à l'installation d'un chauffage central. On voyait plus rarement dans l'existant la mise en place d'un système de ventilation spécifique. Ben, ouvertement, c'est à déplorer. On en parlera un peu plus tard. Alors, face au risque de dérèglement climatique, de nombreux pays, dont la France, se sont engagés lors des accords de Kyoto. L'objectif, diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre entre 1990, année de référence, et 2050. L'Europe a alors voté de très nombreuses directives et parallèlement, la crise des subprimes, fin 2007, a également fait réagir. C'est à ce moment-là que la France a défini le niveau à atteindre à terme, soit le niveau BBC pour bâtiment basse conso, pour le neuf et la réhab. On a alors profité de 10 ans d'expérience de pays limitrophes, car plusieurs avaient déjà testé et validé ce niveau de performance entre deux, entre ce qu'on faisait et le must du must, la rénovation zéro énergie. Pour la suite de ma présentation, je vais différencier deux termes. La rénovation ou réhabilitation thermique de base, soit celle qui correspond aux pratiques mises en place depuis 50 ans et qui évoluent depuis, mais lentement. Et puis la rénovation ou réhabilitation BBC, c'est-à-dire celle qui se donne pour objectif le niveau de performance que nous devons atteindre en moyenne, que devons, que devront atteindre en moyenne les bâtiments en 2050. Pour présenter le niveau BBC, on utilise l'étiquette énergie-climat. Pour rappel, sont intégrées dans un calcul thermique euh, de base, sommaire, les prévisions pour les consommations de chauffage, d'éventuels rafraîchissements, d'eau chaude sanitaire, d'éclairage ainsi que celles des auxiliaires, donc la ventilation et les pompes des différents systèmes. Et on mouline tout ça et finalement ça donne des consommations estimées enregistré que ce qu'on appelle bâtiment basse consommation correspond aux étiquettes A et B. De l'autre côté, les passoires tout en bas, les passoires thermiques, correspondent en France aux étiquettes F et G. Avec l'étiquette énergie-climat en grille de lecture, on peut renseigner l'état actuel du parc français. Nous voyons que près de 80% des bâtiments se trouvent à un niveau médian, étiquette C, D ou E. On voit également que 14% des bâtiments sont crédités, sont nommés passoires thermiques parce qu'elles sont en étiquette F et G. Et puis on réalise qu'il y a seulement 7% des bâtiments qui correspondent au niveau BBC. C'est-à-dire, pour faire simple, que le reste, 93% du parc, va être l'objet de travaux de réhabilitation lourds pour atteindre en moyenne les étiquettes A et B. Pour définir la rénovation énergétique de base, soit celle qui se fait majoritairement en France depuis 50 ans, enregistrer qu'elle se fait souvent par étapes et qu'elle permet de gagner généralement une ou deux classes de performance. Dans les travaux les plus courants, l'isolation de la toiture, le changement du chauffage, le changement des fenêtres, l'isolation des murs. La recherche d'une cohérence entre les travaux réalisés n'est pas forcément faite. On parle également de rénovation par opportunité. Par exemple, il y a 20 ans, l'État subventionnait le changement des fenêtres. Alors on a changé les fenêtres.
ce qui était souvent assez judicieux. On en reparlera. Aujourd'hui, l'État finance les pompes à chaleur. Alors on en place un peu partout, même auprès d'un public pauvre qui n'aura pas les moyens de les entretenir, également dans des bâtiments non encore isolés, voire des pompes à chaleur RR ou RO dans les régions très froides. C'est ainsi. Parlons maintenant de la rénovation BBC, que l'on cite également sous la terminologie rénovation performante. Elle profite bien entendu des retours d'expérience des premières décennies de rénovation thermique. Mais là, nous cherchons un ensemble de travaux cohérents entre eux, avec pour objectif d'atteindre l'étiquette B, voire A. Ces rénovations se font souvent en une seule étape. On parle alors de rénovation ou réhabilitation globale. Dans le cas contraire, on parlera de rénovation par étape. Là encore, c'est un point spécifique sur lequel on reviendra tout à l'heure. Alors, désormais, regardons pourquoi le niveau BBC a séduit celles et ceux qui s'en sont approchés. Tout d'abord, il correspond aux exigences 2050. Les travaux qui sont réalisés là ne seront donc pas à reprendre avant 30 ans pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires. Ensuite, rappelons qu'avant de le définir pour la France, nous avions les retours d'expérience très positifs de pays limitrophes qui l'avaient déjà repéré comme optimum technico-économique. On ne partait pas d'une feuille blanche et les précurseurs avaient vraiment estimé que ce niveau était pertinent. Également, c'est un niveau de prestation qui permet de reconnaître la qualité de prestation des pros réalisant des travaux réellement performants. De plus, en imposant une performance élevée, il fait chuter les factures énergétiques et augmenter la valeur patrimoniale du bâtiment. Enfin, en imposant une gestion correcte des ponts thermiques, de l'étanchéité à l'air et de la ventilation, il permet une amélioration forte du confort et de la qualité de l'air intérieur. Maintenant qu'on a repéré le niveau et a priori les promesses qu'il apporte, et en tout cas les retours d'expérience nous montrent que la majorité des attentes sont bien là, on va se poser la question comment faire atteindre le niveau BBC à un bâtiment existant. Et par rapport à ça, je vais déjà répondre de manière, je dirais, je ne veux pas dire caricaturée, mais simplifiée. Après, on reviendra sur les détails. Alors, je vais déjà vous répondre de manière volontairement simplifiée. Comment est-ce qu'on fait? On isole les sols, la toiture, les murs. On choisit des menuiseries performantes. On gère finement l'étanchéité à l'air et les ponts thermiques. Et puis, on optimise les installations, chauffage, ventilation, rafraîchissement ou chaude sanitaire, dont les régulations. Cette liste, je le redis une nouvelle fois, peut paraître basique, plus qu'évidente. Alors, en complément, précisons la qualité du travail nécessaire que demande toute rénovation BBC. Et appelons cette nouvelle liste les spécificités de l'ère BBC. Elles sont nombreuses. En premier point, pour atteindre le niveau BBC, il faut plutôt plus d'isolants, mais surtout faire la chasse aux ponts thermiques et avoir une réelle étanchéité à l'air de l'enveloppe des bâtiments. Nous allons développer le sujet dans quelques minutes. Deuxième point, les besoins de chauffage, faibles mais très variables, demandent des systèmes adaptés et réactifs, sans quoi on risque de souffrir de surchauffe aussitôt que le soleil donne, aux entre-saisons, voire quelquefois en plein hiver, lors d'une journée bien ensoleillée. On sera donc prudent, par exemple, avec le chauffage à forte inertie. En lien avec le point précédent, l'inconfort estival et demi-saison devient majeur. Sur ce sujet,
disons, je ne vais pas prendre le temps de développer ce sujet-là, parce que, voilà, pour tenir en 45 minutes, j'ai été obligé de faire des coupes. Et puis, il se trouve que le confort d'été, c'était le thème de la précédente conférence proposée dans le cadre du MOOC. Donc, sur ce sujet-là, je vous invite à- à regarder cette conférence. Nouveau point, avec le niveau BBC, le poste eau chaude sanitaire devient un poste à fortement diminuer. Par exemple, pour les bâtiments résidentiels, les hôtels, les gymnases, il faut diviser par 3 à 4 l'énergie nécessaire à ce poste. La forte optimisation de l'installation eau chaude sanitaire est par exemple une des nouveautés de l'ère BBC. Avant l'époque BBC, on va dire que c'était un non-sujet. On faisait attention à telle ou telle chose. Là, c'est vraiment un sujet technique sur lequel il faut travailler. Je vous l'ai dit encore, hein, il faut diviser par 3 à 4 l'énergie nécessaire à ce poste. Point suivant, les exigences des clients de rénovation BBC sont de plus en plus fortes quant à la qualité de l'air intérieur. C'est donc une opportunité pour enfin disposer de moyens pour réaliser des systèmes de renouvellement d'air de qualité. Nous reviendrons également sur le sujet. Ensuite, le potentiel des énergies de récupération, énergie fatale comme on les appelle, peut être supérieur aux besoins. En effet, vu que les bâtiments consomment beaucoup moins, la possibilité est quelquefois offerte de pouvoir les chauffer, partiellement voire entièrement, ou chauffer leur eau chaude sanitaire avec les calories de l'air sortant de la ventilation, ou celles, par exemple, des eaux grises. Enfin, les consorts peuvent être multipliés du fait de comportements ou de réglages non adaptés. Il faut donc accompagner la livraison des travaux de documents expliquant très clairement comment habiter dans ces bâtiments et comment les entretenir afin qu'ils restent performants dans le temps. À partir de ces points, nous allons réaliser deux focus. Un sur l'isolation et un sur la ventilation. Voilà, donc après cette grosse intro, on va faire deux petits focus techniques et puis après revoir aussi d'autres enseignements, cinq grands autres enseignements. Alors le focus 1, une isolation performante. Lorsque l'on a commencé à mettre en œuvre des isolants, cela se faisait avec de faibles épaisseurs et surtout sans le soin nécessaire. Par exemple, ici à gauche, le complexe plaque de plate polystyrène perd beaucoup de sa pertinence, sa performance, s'il n'y a pas de joint souple à son contact avec le sol. Est-il souvent réalisé? J'en doute. Pourtant, le DTU, en l'occurrence le 25.42, qui présente cette mise en œuvre, le demande, ce fameux joint souple. Et si jamais l'installation électrique, parce que non étanche, met en relation l'air de l'espace de vie avec l'air qui est entre l'isolant et le mur, donc ces deux airs en contact, là, on a tout faux. Car non seulement on court-circuite l'isolant, mais on dégrade fortement la qualité de l'air intérieur. Et puis, que penser de l'utilisation d'un tel isolant en intérieur au regard des gaz très toxiques qu'il dégage en cas d'incendie? En 50 ans, nous sommes nombreuses à être devenus plus exigeants, plus exigeantes. Sur la photo de droite, on voit que l'ossature métallique traverse l'isolant. C'est de fait 50% de la performance de l'isolant qui disparaît. C'est là encore réellement regrettable. Heureusement que pour beaucoup, cette page de l'histoire de l'isolation, que l'on nomme l'isolation de grand-papa, est tournée. Mais c'est quoi une isolation performante? Eh bien, c'est une isolation qui fait le job, donc qui génère des bâtiments confortables, économes en énergie et pérennes. Soit une isolation conséquente, générant très peu de ponts thermiques, accompagnée d'une réelle étanchéité à l'air, composant judicieusement avec l'inertie et pérenne. Dans le cadre de cette conférence, je vais présenter les trois premiers éléments qui sont absolument nécessaires pour que l'isolation fasse son job. Isole. Alors, déjà,
Une isolation conséquente, c'est quoi? C'est quelle épaisseur d'isolant? Quel type de performance? Alors, je vous présente un tableau là qu'on a commencé à présenter il y a une vingtaine d'années et qui s'est complètement confirmé depuis. Comment le lire? Intéressons-nous à la ligne surlignée qui concerne les murs. L'invitation est d'atteindre un U, donc une conductance thermique pour la paroi, comprise entre 0,25 et 0,15 watts par mètre carré Kelvin. Pour celles et ceux qui parlent plus en R, résistance thermique, c'est une résistance thermique comprise entre 4 et 7 mètres carrés Kelvin par watt. La valeur la moins ambitieuse, 0,25, ou le R de 4, correspond au retour d'expérience de la construction et de la rénovation BBC. Et il faut la comprendre ainsi. Au vu du travail et du coût que représente l'isolation d'un mur, il est regrettable de ne pas atteindre cette performance. La valeur la plus forte, 0,15 ou le R de 7, correspond, elle, au retour d'expérience de la construction passive, et il faut l'entendre ainsi, a priori, c'est rarement justifiable de vouloir chercher à mettre plus isolant. Dans la colonne de droite, on transcrit ces performances en épaisseur d'isolant au regard de la conductivité thermique des matériaux fréquemment utilisés pour isoler les murs. On en déduit donc que l'isolation à ambitionner désormais pour les murs nous invite à poser de l'ordre de 15 à 30 cm d'isolant. La présentation est similaire pour les toitures où nous aurons en objectif d'être entre 0,15 et 0,12 watts par mètre carré Kelvin pour la conductance, c'est-à-dire une résistance thermique comprise entre 7 et 10, soit de l'ordre de 30 à 40 cm d'isolant. Et pour les sols, on sera entre 0,30 et 0,15 pour le U, donc un R compris entre 3 et 7, ce qui correspond grosso modo à 10 à 25 cm d'isolant pour, si on compte les matériaux utilisés généralement en isolation de sol. Alors, par rapport à ça, précisons que le niveau BBC correspond, en tout cas que le BBC, bâtiment basse consommation, correspond à une obligation de résultat et non à une obligation de moyens. Isoler ainsi vos parois d'enveloppe n'est donc pas une obligation. Mais si vous le faites, l'atteinte du niveau BBC sera fortement facilitée. À l'inverse, si vous isolez moins, vous devrez plutôt vous rattraper sur d'autres postes pour que le bâtiment atteigne le niveau BBC. Sachant que, en plus d'augmenter l'isolation de la paroi, une forte épaisseur d'isolant a deux autres avantages, car elle facilite une gestion fine des ponts thermiques et elle permet d'éloigner l'étanchéité à l'air du parement intérieur et de fait d'envisager une étanchéité à l'air réellement pérenne. Je vais maintenant développer ces deux sujets. Concernant les ponts thermiques, je prends ici trois exemples où chaque fois ils font perdre la moitié de la performance de la paroi. J'ai bien dit la moitié. À gauche, un about de dalle béton avec une isolation intérieure. Au milieu, un doublage isolant avec un poteau métallique traversant tous les 60. Et à droite, une surface cumulée de 1 cm² de cuivre traversant 1 m² d'isolant. Donc on voit l'importance des ponts thermiques, parce que souvent, sur un projet, ils s'additionnent les uns avec les autres. On devine le résultat. Heureusement, aucun document ne propose encore la mise en œuvre des poteaux métalliques traversants pour une isolation thermique. Alors, comment poser l'isolation d'un mur? En pose collée, en utilisant des espaceurs plastiques, grâce à des systèmes bois ajourés ou croisés, ce qui permet la mise en œuvre de vracs. C'est une des façons efficaces et peu onéreuses d'isoler en biosourcé, par exemple. Et puis, on peut aussi gérer cette interface avec des connecteurs synthétiques. Une réelle étanchéité à l'air. Alors, un rappel en intro.
Traditionnellement, les anciens avaient en préoccupation l'étanchéité à l'air des parties opaques des parois d'enveloppe des bâtiments. C'était l'objet des bâtiments, des parements intérieurs, des enduits plâtres, des enduits chauds, des couvre-joints, des plinthes, des moulures. L'air neuf rentrant dans le bâtiment ne passait donc pas par les inétanchéités des murs, mais seulement par les portes et les fenêtres qui, elles, n'étaient pas totalement étanches à l'air. Mais le problème, c'est que depuis, la situation s'est dégradée par manque d'entretien et du fait des réseaux, surtout l'électricité, qui a percé de toutes parts les parements intérieurs. Additionné au fait que nous avons changé les vieilles fenêtres par de nouvelles baies étanches à l'air neuf nous arrive désormais souvent par ces nombreuses inétanchéités de l'enveloppe. C'est lourd de conséquences. On va revenir sur ce sujet, mais on devine que l'air qui arrive par ces inétanchéités n'est pas forcément sain. De plus, par rapport à ce sujet d'étanchéité à l'air, une nouvelle donnée est arrivée avec l'ère de l'isolation thermique. Alors qu'on avait perdu le réflexe de travailler finement l'étanchéité à l'air, nous avons commencé à mettre en œuvre des matériaux, les isolants thermiques, très sensibles au flux d'air parasite. Ces trois illustrations le montrent, avec chaque fois des dégradations de 50 à 80% du potentiel isolant du système posé. Voilà à quoi ressemblait souvent l'isolation de grand-papa, soit celle que nous posions avant, au départ. Dans cette diapo, je prends l'exemple de l'isolation d'une toiture pour présenter l'évolution que j'ai vue sur mes années de chantier. En 1990, lorsque j'ai appris à isoler les toitures, on posait une laine minérale dans l'épaisseur du chevron rampant avec en dessous une plaque de plâtre vissée sur ossature métallique, sans préoccupation de l'étanchéité à l'air. Ou dans le meilleur des cas, avec du scotch orange sur du papier kraft. Solution non pérenne qui d'ailleurs n'est plus estimée, et depuis de nombreuses années, comme étanche à l'air. Puis, on a fait le choix d'un isolant plus dense, alors afin qu'il ne s'affaisse pas. Et côté chaud, on a commencé à mettre en œuvre avec soin une membrane d'étanchéité à l'air. Là, grosso modo, c'était au milieu des années 90 pour ce qui me concerne. Deuxième évolution, on a ajouté une seconde couche d'isolant afin d'augmenter l'épaisseur isolante, mais également pour ne plus avoir le pont thermique de l'ossature traversante. Et puis, cela permettait d'éloigner la membrane d'étanchéité à l'air des risques de dégradation, laissant dans cette première épaisseur, derrière, entre le placo et l'étanchéité à l'air, entre le placo ou la frisette en tout cas, entre le parement intérieur et l'étanchéité à l'air, la place de poser les réseaux, les spots. Enfin, nous avons réalisé l'importance d'avoir côté extérieur une seconde étanchéité à l'air, limitant l'intrusion du vent et des insectes et les risques de flux traversant dans le cas de dégradation de l'étanchéité à l'air côté chaud. Cette seconde étanchéité à l'air extérieur se faisait par des panneaux isolants, par ailleurs par pluie, ou en scotchant les laits par pluie. On parle alors de protection au vent. L'épaisseur a augmenté d'un tiers, la performance a été multipliée par un facteur 3 à 5. En France, nous sommes en train de réaliser qu'il nous aura fallu au moins 50 ans pour apprendre à poser correctement les isolants. On n'est pas les seuls, hein. Je dis au moins, car force est de constater que quelques derniers irréductibles sont encore à l'isolation de grand-papa. Deuxième focus. Installation d'un système de renouvellement de l'air intérieur. Une des explications du comment faire, une des explications tient sans doute au fait que traditionnellement ce sujet n'était pas cité.
n'avait pas de professionnel attitré et a priori dans de nombreux cas ne posait pas de problème. Donc grosso modo, avant ça faisait l'affaire, alors qu'on n'en parlait même pas et qu'il n'y avait pas de professionnel pour traiter ce sujet-là. Alors on se pose la question, comment était assuré le renouvellement hygiénique de l'air dans les anciennes demeures? Eh bien, en période froide, les appareils de chauffage qui se trouvaient alors dans les espaces de vie mettaient l'air intérieur en forte dépression et l'évacuaient par les cheminées. Parallèlement, l'inétanchéité des portes et fenêtres présentait autant d'entrées d'air sain. Hors période de chauffe, les inétanchéités à l'air des menuiseries additionnées à la présence des cheminées et à l'ouverture fréquente des portes et fenêtres généraient un réel renouvellement de l'air intérieur. Oui, mais ça, c'était avant. Depuis, on a installé le chauffage central, qui remplit sa mission, mais supprime l'évacuation forcée de l'air intérieur en hiver. Et on a installé des nouvelles menuiseries, étanches à l'air. C'est positif à bien des égards, mais les anciennes arrivées d'air ne sont, de fait, plus effectives. La réglementation française sur la ventilation impose un renouvellement continu de l'air intérieur, mais elle ne s'impose pas aux bâtiments d'avant 1982. De fait, souvent, dans les rénovations de base, aucun système de rénovation n'est mis aucun système de ventilation n'est mis en place. Mais avec des fenêtres étanches et surtout un générateur de chauffage renvoyé à la chaufferie, une pièce annexe, ceci génère des espaces intérieurs sous-ventilés. Sous-ventilés ou mal ventilés, avec l'air entrant et sortant selon la force du vent, l'éventuelle présence de grilles de ventilation et les innombrables inétanchéités à l'air de l'enveloppe, sachant que l'air extérieur rentrant par ces dernières n'est pas sain. Beaucoup de Français se plaignent d'une mauvaise qualité de l'air intérieur et de problèmes d'humidité. Ce sont là, dans la grande majorité des cas, d'abord des conséquences d'un renouvellement insuffisant de l'air intérieur. Dans une rénovation BBC, on impose l'installation d'un système de renouvellement d'air conforme à ce qui est demandé en construction neuve. Le système est alors souvent mécanisé en double flux avec récupération de chaleur ou en simple flux assujetti à l'humidité généralement pour le résidentiel, au CO2 pour le tertiaire. Nous avons alors des entrées d'air neufs dans les pièces principales, les pièces dites sèches, et des évacuations de l'air vicié dans les pièces humides, cuisine, salle de bain, WC. Et entre les deux, un détalonnage des portes ou des grilles de transfert permettant le passage de l'air d'une pièce à l'autre, même si les portes sont fermées. Si l'on présente la liste des principaux éléments à respecter pour une installation efficiente, force est de constater que sur le terrain, dans le cas d'une rénovation de base, elle est rarement suivie. Dans une rénovation BBC, le fait que le projet soit engagé dans une démarche de qualité, souvent avec contrôle, limite le risque d'une installation mal dimensionnée et mal posée. Pour finir, précisons qu'en plus d'une installation correctement dimensionnée, posée et entretenue, il est nécessaire d'avoir des parois d'enveloppe étanches à l'air. Sinon, l'installation ne fonctionne pas réellement. Et l'air intérieur ne sera réellement renouvelé que dans les pièces munies de systèmes mécanisés. Pour faire simple, si l'air rentrant, si les parois de la cuisine ne sont pas du tout étanches à l'air, ben, la bouche d'extraction de la cuisine, elle ne va pas aspirer l'air des autres pièces. L'air sera renouvelé simplement, seul l'air de la cuisine sera renouvelé, les entrées d'air correspondant aux inétanchéités des parois de la cuisine, et tout partira par la bouche d'extraction de la cuisine. Quid des pièces principales qui, elles, n'ont pas de bouche d'extraction. Revenons, donc là j'ai fini les deux focus techniques.
Je reviens à notre comparatif, rénovation de base, rénovation BBC. Dans un groupe, il y a toujours celles et ceux qui font la course en tête et d'autres qui traînent des pieds. En France, si une vraie dynamique s'est mise en place avec la rénovation BBC, force est de constater que tout le monde ne suit pas. Si la réglementation thermique n'interdit pas encore les travaux de rénovation non BBC, et si les aides publiques permettent de très nombreuses interventions non opportunes, histoire de la pompe à chaleur tout à l'heure, l'État a néanmoins, en plus d'avoir clairement défini le niveau BBC, aidé les acteurs et actrices qui souhaitent s'engager dans la performance. Cela prend, par exemple, la forme de budgets alloués pour repérer et renseigner les nombreuses opérations BBC. Ceci donne lieu à l'Observatoire BBC, où, comme nous le voyons sur l'image de gauche, près d'1 million de logements et 14 millions de mètres carrés tertiaires y sont présentés. Parallèlement à ce travail d'inventaire, l'agence Qualité Construction, l'AQC, collecte de très nombreux retours d'expérience sur les bâtiments thermiquement optimisés, permettant de repérer les bonnes pratiques et les points à améliorer. A conseillé également le site du collectif Effinergie, initiateur de la basse conso en France, et ProRénov, plateforme des ressources de la rénovation énergétique. Alors, puisque nous avons de très nombreux retours d'expérience, y a-t-il d'autres éléments à retenir? Eh bien oui. Pour finir cette liste des principaux enseignements de 50 ans de rénovation énergétique en France et de 15 ans de rénovation BBC, je vous présente encore 5 enseignements qui confirment chaque fois la trajectoire à prendre désormais. Depuis le début de mon exposé, j'ai listé une suite d'attentions et de travaux permettant de générer des bâtiments énergétiquement performants. Mais je ne vous ai présenté que les solutions les plus courantes. Si l'on dézoome avec pour ambition une liste plus exhaustive, on remarque d'autres pistes possibles. D'abord, une première, très souvent pertinente. Elle consiste à adapter le bâtiment en matière d'organisation des espaces, voire de limitation des volumes chauffés. On entendra alors parler, par exemple, de compacité, d'espace tampon, de volume jour ou nuit. On aura également en préoccupation l'adaptation du bâtiment aux nouveaux usages, aux usages à venir. Si les deuxième, quatrième et cinquième pistes ont déjà été citées, relevons la troisième. Elle consiste à s'ouvrir au soleil, particulièrement sur les façades sud-est à sud-ouest, ce car l'optimisation des ouvertures existantes et la création de nouvelles baies représentent une opportunité pour rendre les espaces intérieurs plus agréables et pour limiter leurs besoins de chauffage. La piste 6 rappelle que si vous souhaitez un bâtiment correctement utilisé, il faut qu'il soit clairement présenté et expliqué aux usagers, en sachant que plus vous aurez travaillé avec ces personnes en amont, et plus vous proposerez un fonctionnement simple de votre bâtiment, plus la probabilité sera forte d'une utilisation ajustée. Et enfin, la piste 7 est là pour rappeler une autre évidence. La performance d'un bâtiment n'est pérenne que si le bâtiment et ses équipements sont régulièrement entretenus. Deuxième des derniers enseignements. Tirer les enseignements de nombreuses années de rénovation énergétique peut nous inviter à aborder la situation à partir d'un repérage des principales erreurs pouvant accompagner tout projet de réhabilitation. C'est l'objet de cette longue liste, de laquelle je ne développerai qu'un point, le troisième qui parle d'acoustique. Parlons de la rénovation d'un bâtiment collectif. En questionnant les habitantes et habitants, en amont, on verra souvent qu'avant rénovation, toutes et tous s'accordent, au moins en ville, pour se plaindre des bruits extérieurs.
Si dans le cas d'une rénovation, on isole les parois d'enveloppe, compris changement des fenêtres, mais sans autre préoccupation, les habitants n'entendront plus les voitures, certes, mais alors les voisins et le bruit des canalisations. C'est là une situation fâcheuse. Ces deux premiers enseignements euh, nous font réaliser qu'une rénovation, soit-elle énergétique, ne peut se résumer à une somme de travaux d'amélioration énergétique. Car en effet, nous intervenons dans des lieux de vie. La préoccupation première doit donc être de générer des espaces dans lesquels il fait bon vivre, en plus du fait qu'ils soient adaptés aux besoins, aux nouveaux usages, aux usages à venir. On réalise donc que le chef d'orchestre, la chef d'orchestre, d'une rénovation énergétique ne peut être qu'une personne capable d'avoir une vision globale des projets, et de plus avec des compétences en matière de conception. Ça n'est donc pas un ou une ingénieur. Ça n'est donc pas un ou une thermicien, thermicienne. Troisième des derniers enseignements, les retours d'expérience nous ont également appris qu'il était plus facile et moins onéreux d'atteindre le niveau BBC par une rénovation globale plutôt qu'en plusieurs étapes de travaux. Mais malheureusement, pour de nombreuses raisons, la majorité des rénovations énergétiques se fait et se fera par étapes. Alors, pour ne pas hypothéquer l'atteinte finale du niveau BBC, il faut veiller tout au long du processus à ce que l'ensemble des prestations réalisées soient au niveau BBC, mais également soient adaptées aux étapes restant à réaliser pour atteindre le niveau BBC. De cette double invitation sortent deux expressions: ne réaliser que des prestations BBC compatibles et de plus, logique avec les prestations à venir sous peine de tuer le gisement d'économie d'énergie. En France, une riche littérature est proposée également sur ce sujet-là pour savoir comment gérer correctement les rénovations par étapes. Avant-dernier enseignement. Parlons du bâti ancien ou patrimonial. Les solutions couramment mises en œuvre pour améliorer thermiquement un bâtiment, l'isolation des parois et le changement des fenêtres interfèrent sur son aspect esthétique. C'est souvent apprécié. Cela permet de rafraîchir les façades et éventuellement de rajouter des balcons et des terrasses. Mais de nombreux bâtiments font partie en l'état de l'histoire du lieu, de la ville ou du village où ils se trouvent. C'est alors un patrimoine que l'on souhaite garder avec un aspect préservé. Jusqu'à maintenant, la France a toujours privilégié, lorsqu'il y avait discussion, la préservation du patrimoine sur l'amélioration énergétique. Mais ceci ne doit néanmoins pas dissuader les propriétaires de tels bâtiments d'améliorer fortement leur performance énergétique et de réaliser que de très nombreuses alternatives aux principales solutions techniques dont nous avons parlé jusqu'à maintenant permettent d'améliorer les bâtiments à forte contrainte patrimoniale ou technique. Citons l'isolation plus faible ou partielle des murs ou des sols, les enduits isolants, les parements intérieurs à faible effusivité, les doubles fenêtres, les doubles vitrages sous vide, les volets, rideaux et doubles rideaux, les sas d'entrée, ou encore l'étanchéité très forte des parois. Autant de couleurs sur la palette des acteurs, actrices qui ont à accompagner de tels projets. Sachant qu'en complément, il sera nécessaire de choisir des systèmes, pour ces bâtiments, des systèmes chauffage en tête très performants, en faisant entre autres le choix d'une énergie renouvelable. Samuel, je me permets, on est à 45 minutes. Alors j'ai fini dans 5 minutes. Ok, merci. Cinquième des derniers renseignements, il nous met en lien avec les matériaux, des matériaux qui ont le vent en poupe. Je parle du bois et des autres matériaux biosourcés et de leur
pertinence, en premier lieu leur très bon bilan carbone et leur aspect renouvelable. Eh bien, la rénovation performante représente une opportunité pour les biosourcés, comme pour la terre crue d'ailleurs. L'inverse est également vrai. On peut dire les matériaux biosourcés et la terre crue représentent une opportunité pour les rénovations que l'on souhaite de qualité. Le bois en construction, en structure, parce qu'il est moins lourd, moins conducteur et surtout, pour le bâti ancien, parce qu'il n'apporte pas la rigidité qu'imposent les systèmes béton. Mais le bois également parement intérieur parce qu'il est à faible effusivité en plus d'être très hygroscopique. Pour les autres biosourcés, pour les autres biosourcés, citons par exemple les isolants peu transformés tels la ouate de cellulose, la balle de riz, la chenevotte et les vracs de laine de lin, chanvre, bois, mouton, et bien entendu également la botte de paille. Pour un coût limité, car ceux-ci, ceux que je viens de citer, ne sont pas onéreux, pour un coût limité, nous pouvons ainsi tourner la page des isolants conventionnels, soit ceux issus d'une industrie centralisée, énergivore et très impactante d'un point de vue environnemental. Enfin, la terre crue, matériau local par excellence, qui apporte inertie et confort. En guise de conclusion, je dirais bien que l'on sait clairement ce qui est à faire, ce qui est le mieux pour les usagers, pour le parc, pour l'indépendance énergétique du pays, pour la nature et pour le business des professionnels du bâtiment. Et je profite d'avoir sous les yeux le logo de l'ADEME pour remercier cette structure qui, depuis plusieurs décennies, finance des projets et des études économiques, techniques, sociologiques, qui nous permettent de réaliser ce qui est opportun. Mais ce qui est opportun nous demande de changer quelques habitudes et d'avoir une vision non exclusivement court terme. C'est principalement ce qui bloque. Pour finir, parlons de rénovation passive avec les projets Enerfit. En termes de performance énergétique, c'est un cran au-dessus de la rénovation BBC. Cette approche me séduit fortement, mais il est difficile d'y entraîner des acteurs de terrain. Pourquoi? Principalement parce que l'approche passive nous impose l'excellence sur les sujets isolation, étanchéité à l'air, gestion des ponts thermiques et ventilation. Et l'excellence, c'est complexe et plus onéreux. Enfin, parlons coût. Si l'on compare deux réhabilitations globales avec les mêmes postes traités, mais une en rénovation de base et l'autre en rénovation BBC, l'investissement supplémentaire pour le BBC oscille entre 150 à 200 euros, toutes taxes comprises, le mètre carré. Ce coût génère pour le parc résidentiel français un investissement supplémentaire de 500 à 600 milliards d'euros. Est-ce beaucoup? Eh bien, pas forcément, car c'est moins de 10% de l'épargne des Français. Et cela leur dispensera de faire de nouveaux travaux de mise aux normes avant 2050, en plus de générer des économies d'énergie, du confort et une qualité de l'air intérieur réelle et un bien ayant plus de valeur. Mais c'est un choix de société qui a ses répercussions d'un point de vue géopolitique. Soit nous investissons dans la performance énergétique et environnementale, dans l'économie locale, soit nous restons dépendants des pays producteurs d'énergie. Avant de passer aux échanges, je me permets cette diapo qui vous présente le MOOC Rénovation Performante. Il est possible que plusieurs d'entre vous ne le connaissent pas encore, enregistré que finalement c'est une réponse que Lasder et Arcan ont proposée pour amener les bases de ce qu'est désormais la rénovation performante en France. Eh bien, enregistré aussi qu'il y a une suite qui a été faite par l'AQC et l'ASDER qui s'appelle Risque et bons réflexes. Donc, qui s'appelle toujours MOOC Rénovation Performante, mais le premier s'appelle Les clés de la réhabilitation énergétique, le second s'appelle toujours MOOC Rénovation Performante, mais en sous-titre Risque et bons réflexes.
Sachant que la plateforme MOOC Bâtiment Durable vous propose énormément de formations. On pourrait citer aussi les formations FIBAT ou toutes les formations qui se font sur des plateformes techniques. Et puis, je cite l'ASDER et Arcane qui sont des structures qui proposent aussi tout un tas de formations et de documents enregistrés qu'en cliquant sur chaque logo, vous aurez un accès direct aux structures en question. Je réalise, j'ai cité Effinergie, je réalise que lorsque j'ai parlé de bâtiments anciens, j'aurais pu citer Creba, qui est un site internet ressources sur tout ce qui concerne le bâtiment ancien et le bâtiment patrimonial. Et j'aurais pu aussi, dans ce même chapitre, citer l'initiative d'Effinergie qui s'appelle euh, Effinergie Patrimoine. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite à y aller. Merci et place aux échanges. Merci Samuel. J'ai pris le temps de noter certaines de vos questions. N'hésitez pas à continuer à en poser. Donc, je les ai transférées à Samuel, qui maintenant peut prendre le temps de le lire. Samuel, je te laisse réceptionner les questions que je t'ai envoyées. Ok. On peut commencer par une question donc, qui porte sur le retour d'expérience sur le vieillissement des isolants, notamment en ITE, en copropriété et en maison. A-t-on un retour d'expérience sur ce vieillissement? Alors, je vais répondre d'une manière générale. Je vais commencer par l'ITE, puisqu'il était cité l'ITE, et simplement dire que lorsque je parle de la durabilité des matériaux, je prends souvent l'exemple de l'ITE et je dis qu'une ITE, c'est éternel. Si c'est bien fait, c'est éternel, mais c'est éternel, mais la protection de l'ITE, elle, n'est pas éternelle. C'est-à-dire que l'isolant, lui, il tient. Sauf que la protection, entre autres, avec les risques d'infiltration d'eau, n'est pas éternelle. Donc, quelque part, si la protection fait le job, si elle est renouvelée, hein, parce qu'un enduit sur ITE, c'est pas éternel, donc c'est un exemple comme un autre là. Après, d'une manière générale, ça dépend entre autres de la densité du matériau. Si Stas, ben, on est marrant. Je dirais, un des problèmes, problème qui pose le plus qui gêne le plus la durabilité des matériaux, c'est soit des problèmes d'eau, d'infiltration d'eau, soit le passage de rongeurs. Donc, pour limiter les rongeurs ou limiter l'incidence du passage de rongeurs, là encore, c'est la densité des matériaux. Et puis, des matériaux en vrac, par rapport vrac et dense, en granulat, par exemple, il y en a pas mal chez les végétaux, seront beaucoup moins gênés par le passage des rongeurs. Donc je dirais, ça dépend de la densité, de la qualité de mise en œuvre et de la protection, entre autres protection à la pluie, et puis de la pérennité des membranes, des choses comme ça. Donc on sait que pour poser une membrane, si on veut qu'elle fasse le job pendant plus de 30 ou 40 ans, ben, il faut faire attention à certains points. Voilà. D'une manière, en macroéconomie, on part du principe qu'on fait une réhabilitation lourde tous les 30, 40 ou 50 ans sur chaque bâtiment. Donc, quand on projette la durabilité d'une isolation, on est sur ces temps-là. Donc 30, 40 ou 50 ans. Mais rien n'interdit, si on fait très bien le travail et que les protections sont entretenues, que ça dure plus longtemps. On a une autre question. Est-il systématiquement nécessaire de mécaniser la ventilation simple flux? Le tirage thermique ne peut-il pas être suffisant dans certains cas, notamment dans les immeubles? Alors, pour les immeubles de plus de 4 niveaux, trois niveaux grand minimum, mais à partir de 4 niveaux qui ont des conduits shunts, donc des anciens conduits de ventilation, on a en installation facile, séduisante, la ventilation basse pression. Donc, un mix entre la ventilation naturelle assistée, donc celle qui n'a pas besoin de ventilateur la plupart du temps, et la VMC simple flux basique. Donc, enregistrer qu'il y a des solutions, c'est c'est peu courant en France.
Donc le problème qu'on a, c'est surtout du manque de compétences des acteurs. Parce que ça s'improvise pas. Il faut travailler sur les tirages thermiques, donc il y a un calcul à faire par rapport au tirage, aux paires de charges, des choses comme ça. Voilà. Alors qu'effectivement, quand on a un kit VMC à poser, là c'est simple. Voilà, on pose notre kit, on a un mode d'emploi, on a une dizaine de points à vérifier tout ça, pas des conduits trop longs, faire attention aux coudes, au nombre de coudes, à la longueur des conduits, des choses comme ça. Mais il y a des alternatives. Il n'y a pas vraiment le savoir-faire chez les acteurs en France sur le sujet pour se passer de systèmes de mécanisation, donc de ventilo pour faire simple. On a une question sur la diapo 45 particulièrement, Ouais. euh, avec une question, savoir si cette diapo prend en compte les récentes études sur la toxicité liée à la volatilité des résidus de laine de verre. Alors, j'ai moi j'ai étudié le sujet, mais pas récemment. Moi, je l'ai étudié quand on a écrit le bouquin L'isolation thermique écologique avec Jean-Pierre Oliva. Et finalement, parce qu'on craignait à un moment donné, on se dit, oui, le prochain scandale sanitaire, après l'amiante, ça va être les laines minérales. Et a priori, on a été rassuré par rapport à ça. Je n'ai pas d'informations récentes. Donc, la personne qui a posé la question, si elle peut mettre dans le chat des références par rapport à ça, je changerai peut-être d'avis. J'aimerais bien ne pas changer d'avis parce que si on découvre que tel ou tel matériau qu'on a partout est en fait beaucoup plus toxique que ce qu'on en pense, là, c'est moins rigolo. Après, d'une manière générale, on a quand même en France beaucoup d'informations sur la qualité de l'air intérieur. Entre autres, l'Observatoire de la qualité de l'intérieur ou Medieco. Voilà, deux structures qui travaillent vraiment là-dessus et qui nous permettent collectivement d'avoir beaucoup d'informations sur le sujet. Et ouvertement, les choses qui interfèrent sur la qualité de l'air intérieur, c'est pas d'abord le choix de l'isolant. Normalement, l'isolant, il est derrière une membrane d'étanchéité à l'air. D'accord? Donc, on n'a pas euh, eu des relations directes entre type d'isolant et type de dégradation de l'air intérieur. Bien entendu, je parle pas des isolants soufflés qui sont en relation avec l'espace comme pouvaient l'être certains flocages d'amiante. On a un commentaire sur l'ACV dans la RE 2020, donc qui est censé favoriser les isolants biosourcés pour Oui. les seuils 2028 et 2031. Mais, donc je lis le commentaire, mais je vois aujourd'hui en BET thermique que les fiches FDES de certains fabricants de laine de roche concurrencent fortement la laine de bois, car leurs matériaux ont été validés comme recyclables à l'infini. Alors, je, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. C'est pas évident de rentrer dedans là. Et pour rentrer dedans là, il faudrait aussi que je relise les derniers échanges entre professionnels de l'ACV. Je dirais qu'il y a deux types de FDES. Il y a les FDES décomplexés et les FDES bon élève. Voilà. Et il est possible qu'une FDES laine minérale décomplexée finalement montre un meilleur bilan environnemental sur certains éléments, voilà, que les FDES bon élève. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je dirais, si j'étais membre du groupe qui valide les ACV, je dirais un isolant valorisable à l'infini, potentiellement, j'en connais pas, excepté le verre cellulaire qui pourrait être réutilisé, mais il sera réutilisé potentiellement avec des pertes dans la qualité de mise en œuvre. C'est-à-dire que les panneaux, les blocs deviendront gros granulats. Voilà. Mais c'est le cas, par exemple, avec pas mal de biosourcés. Donc il y a pas mal de biosourcés qui peuvent être réutilisés sans problème au bout de 30, 40 ou 50 ans. Je pense entre autres aux laines de chanvre qui peuvent être lavées. C'est pas du tout le cas des laines minérales. Donc moi, ouvertement, la laine minérale très dense,
Elle pourra peut-être faire une deuxième vie, éventuellement une troisième, mais la très dense, d'accord? Mais pas à l'infini. Vous voyez, Alors, ton donc avis c'est sur ce quoi. l'utilisation de la paille insufflée pour l'isolation des bâtis anciens au contact de murs en pierre qui gèrent mal l'humidité, a priori. Alors, dans les formations, parce que je suis généraliste des sujets que je vous présente là, il y a un sujet sur lequel je suis spécialiste, c'est la performance énergétique du bâti ancien et la problématique de l'humidité dans les parois. Et je prends l'exemple en disant, il y a deux façons de faire pourrir de la paille, soit dans votre jardin l'hiver, soit en ITI. D'accord? Donc là, si c'est pour l'ITI, vous oubliez, la paille n'est pas adaptée à cette mise en œuvre-là. D'accord? Après, le vrac, je vois tellement de vrac potentiellement utilisables que je pense pas d'abord à la paille hachée. La paille, elle me séduit, moi, énormément en bottes basiques de 35 d'épais pour du neuf ou l'isolation de toiture, ou bien les bottes de 20-22 cm pour l'ITE, par exemple, sachant que les règles professionnelles sont en train d'être finalisées pour l'ITE. Euh, voilà, en haché, peut-être, mais a priori pas en ITI. Pas du tout en ITI. Après, donc, il y avait une question donc, dans les classements de A à G. Quid du biais induit par la méthode de calcul 3CL? Par exemple, les packs sont suravantagés, l'isolation de l'enveloppe désavantagée, etc. Ah ouais, mais ça, voilà, c'est un sujet. Voilà, je constate la même chose que là. Voilà. C'est-à-dire que je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, en disant que c'était un calcul. Je reviens en arrière, hop. Il me semble que, voilà, quand j'ai parlé de ça, j'ai dit que c'était un calcul conventionnel. Voilà, donc effectivement, c'est pas un calcul, c'est pas de la physique des matériaux, c'est de la physique des matériaux avec des conventions qui ont pour but de développer des choses louables par ailleurs, hein, entre autres de mettre au rebut le chauffage fuel, etc., etc. Donc, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le DPE, mais je dirais il a le mérite d'exister, ça donne un premier repère. La chose la plus critiquable pour moi dans le DPE, c'est que les diagnostiqueurs souvent font du travail trop rapide. C'est d'abord et avant tout ça. Après, le DPE n'intègre pas certaines choses et je milite pour que le DPE soit amélioré et pas spécifiquement que pour le bâti ancien, mais entre autres pour le bâti ancien. Mais effectivement, on fait un cadeau au système de chauffage en PAC et c'est pour ça aussi, parce qu'il y a actuellement un scandale autour de la PAC qu'on met partout, c'est pour ça que je l'ai cité tout à l'heure. Encore deux autres questions. Comment fait-on pour descendre d'un DPE F à C avec une chaudière gaz à condensation neuve à conserver, tout en isolant fortement l'enveloppe et en traitant les ponts thermiques, j'imagine. Ben, j'ai l'impression que la réponse est donnée. Oui, voilà, Vu que comme la la question chaudière a à été répétée. condensation, vu que la chaudière, elle est au gaz, elle plombe le résultat. Donc, si on veut une bonne note avec une chaudière au gaz, il faut effectivement qu'elle soit très performante. Donc, en l'occurrence, la chaudière à condensation, mais il faut que tout le reste soit très bon. C'est-à-dire qu'il faut être très bon. Et après, il faut voir finement dans le DPE par rapport au bâtiment, ben, où je vais travailler pour gratter un petit peu, pour être. Donc là, j'ai amené, hein, si par exemple, l'invitation, c'est, je sais pas, il y a des financements pour remonter de trois classes. Donc si on est en F pour remonter en C, eh bien, on va travailler là avec une thermicienne ou un thermicien qui connaît le mode de calcul du DPE pour voir où gratter les quelques kilowattheures ou les quelques kilos de CO2 nécessaires pour arriver à atteindre le Graal, en l'occurrence, si c'est le niveau C qui donne droit à des subventions. Si c'est le niveau C, si c'est élevé de 3 notes qui donne droit à subvention. Voilà, donc effectivement, vu que la chaudière gaz plombe plutôt le résultat, eh bien, il faudra être très bon sur l'enveloppe, sur l'étanchéité à l'air, sur les autres systèmes. J'ai parlé de l'eau chaude sanitaire.
dans le calcul des PE, que vous soyez très bon sur l'eau chaude sanitaire ou pas, ça joue secondairement. C'est dommage parce que dans le calcul réel, ça joue fortement. Euh, une autre question donc, sur les débats actuels au Sénat sur l'adaptation du DPE au bâti ancien. Et d'après toi, est-ce que le DPE est mal adapté au bâti ancien? Alors, moi, je fais partie de Maison Paysanne de France et qui a été assez acteur, c'est une structure associative assez dynamique par rapport à ça. Je sais la chose bien défendue par MPF. Lorsqu'il y a eu des échanges, moi j'étais plus, en tout cas, j'étais plus sur un DPE qui soit ajusté pour tous les bâtiments plutôt qu'un DPE spécifique bâti ancien. Après, c'est du débat d'experts sur telle ou telle chose. Voilà, est-ce qu'il faut intervenir là-dessus, là-dessus, là-dessus? Mais j'étais plus sur le principe d'avoir un DPE amélioré, mais amélioré, donc ajusté pour l'ensemble des bâtiments. Les règles d'exception, j'ai toujours du mal avec. Je préfère une règle du jeu qui soit juste pour tout le monde que des exceptions pour certains bâtiments. Et en l'occurrence, le projet de loi qui a été voté il y a une semaine à l'unanimité au Sénat, je ne l'ai pas vu, donc je ne le connais pas. Voilà. Il se trouve que je sais que certains sénateurs, entre autres un certain Guillaume Gontier, est architecte et connaît bien le sujet. Donc s'il a voté, si c'est à l'unanimité, soit il n'était pas dans la salle, soit il était dans la salle et qu'il a estimé que c'était bon. Donc il est probable qu'il soit aussi compétent que moi et que, en l'occurrence, j'aurais voté pareil. Mais bon. Je n'ai pas d'éléments, vu que je ne connais pas spécifiquement le texte, je n'ai pas d'éléments précis sur le sujet. En tout cas, la marge pour améliorer le DPE est réelle, d'une manière générale, et en particulier sur le bâti ancien, pour le bâti ancien. En même temps, je reviens là-dessus, en même temps, le DPE, on veut que ce soit quelque chose qui soit facile. D'accord? Donc il y a un entre-deux à trouver entre quelque chose de rapide, pas cher, facile, et quelque chose d'hyper précis. Parce que si le DPE, c'est faire une simulation thermique dynamique fine, complète des bâtiments, ben, je dirais oui, c'est génial, mais on n'arrivera pas à faire le DPE, un DPE sur 100 nécessaire. Alors, on a encore plusieurs questions. Une sur le déphasage thermique. Est-ce qu'il est pris en compte dans dans les logiciels de STD pour aider la filière biosourcée? Dans les logiciels de simulation thermique dynamique, ça dépendra du logiciel. Voilà. Il est a priori plutôt pris en compte, mais lorsqu'une isolation est bien posée, il n'y a pas grand-chose qui traverse. Et donc, que le pas grand-chose soit déphasé ou pas est plutôt secondaire. Voilà. Je suis plus un militant d'une isolation qui fait bien le job, et donc rien ne passe. Et quand il y a trois fois rien qui passe, que trois fois rien passe en 6 heures ou 12 heures, c'est secondaire. Là, je parle d'isolation importante et bien faite, donc qui nous offre le service qu'elle est censée nous offrir. Une autre question sur les isolants biosourcés. S'agit-il des isolants stockant du carbone, donc issu du végétal, ou le groupe intègre-t-il aussi les isolants faibles en matière grise? Tiens, la définition des isolants biosourcés n'a rien à voir avec l'énergie grise. C'est pas l'énergie grise? Voilà, voilà. Les isolants biosourcés, la définition, il y a une définition officielle qui est facile. Tout matériau de décoration ou de construction comportant des matières premières d'origine animale ou végétale est un matériau biosourcé, peut être appelé matériau biosourcé. Cette définition a l'avantage d'être simple et elle a l'inconvénient de ne pas amener de minimum. C'est-à-dire qu'imaginez que je sois producteur de polyuréthane,
et que je mette un petit colorant d'origine végétale dans mon polyuréthane pour qu'il soit vert, donc que 0,01% de mon polyuréthane soit d'origine biosourcée, eh bien je peux appeler mon polyuréthane biosourcé. D'accord? Après, on ne trompe pas dans des calculs de RE2020, tout ça, ils vont bien voir qu'il y a 0,001% seulement du matériau qui est biosourcé. Donc ça ne va pas jouer dans la balance, tout ça. Mais il y a une définition, elle a l'avantage d'être claire, elle a l'inconvénient de ne pas amener de minimum par rapport à ça, mais l'énergie grise, donc l'énergie nécessaire pour fabriquer le matériau, n'a rien à voir dans le fait qu'un matériau s'appelle biosourcé ou non. Pourquoi le DPE n'intègre pas le confort d'été? Alors, je ne saurais pas le dire et je sais pas je ne connais pas les réflexions actuellement sur le sujet. Euh, confort d'été, ouais, c'est un sujet à part entière. Le DPE, en tout cas, le résultat du DPE donne des informations sur le confort d'été. C'est-à-dire que la note non, là en l'occurrence, on a encore l'étiquette sous les yeux, d'accord? La note non, mais dans les préconisations qui accompagnent la remise d'un DPE, dont on pourra éventuellement parler, mais l'heure passe, mais il est noté des choses vis-à-vis du confort d'été. Donc ça n'interfère pas sur la note, d'accord? Après, je ne sais pas comment un bâtiment qui serait pas du tout performant et je n'ai pas en mémoire, en souvenir des DPE qui renseigneraient un bâtiment qui est exécrable d'un point de vue confort d'été. Et donc, n'ai plus en tête est-ce qu'on intègre le coût énergétique d'une d'un système de rafraîchissement, même s'il n'est pas posé. Donc là, moi, j'ai une lacune par rapport à ça, d'accord? Donc, mais normalement, dans le DPE, il y a les éventuels systèmes de rafraîchissement, d'accord? Mais si le bâtiment n'est pas rafraîchi, bien, et s'il est trop déconnant vis-à-vis du confort d'été, normalement, c'est noté dans le rapport que rend le diagnostiqueur, la diagnostiqueuse, en disant attention, donc en plus, dans les choses positives, c'est est-ce que votre bâtiment est traversant? Voilà, ben, s'il n'est pas traversant, c'est un point rouge. S'il a beaucoup de fenêtres, hein, c'est un point rouge. S'il n'a pas de protection solaire, c'est un point rouge. Et c'est noté dans le rapport. Euh, As-tu déjà entendu parler du dégazage du polyuréthane qui dégrade fortement sa performance thermique en quelques années? Oui, ben, le polyuréthane perd de sa performance, c'est une chose connue, hein, il perd de sa performance dans le temps. Il est tellement bon au départ qu'il reste, il est plus excellent au bout de quelques années. Et il est seulement bon. Voilà, ben, ça fait partie des choses, mais des choses qui sont connues, qui sont documentées dans certaines études qui en parlent, tout ça. Il y a une autre chose qui concerne pas mal le polyuréthane, c'est quand il est dans une ambiance très chaude. C'est-à-dire que sous une toiture, je dirais, le polyuréthane qui est à 80 degrés, ben, il a effectivement un lambda bien moins bon que quand il est à température, je dirais, habituelle. Mais c'est le cas aussi de pas mal d'isolants, voire de la majorité d'isolants, puisque en fait, quand l'air est chaud, est plus mobile, donc l'air bouge plus dans les isolants. Et donc, le lambda est dégradé par rapport à ça. Donc sur ce sujet, les biosourcés se comportent un peu mieux, mais voilà, pas mal d'isolants. C'est une limite des isolants. Je dirais, ils sont plus isolants à 20 degrés qu'à 80 degrés. Et le polyuréthane, pour revenir à la question, effectivement, il perd avec le temps de son excellent lambda originel. Une question qui a fait un petit peu réagir, comment concilier une rénovation thermique et énergétique performante et la préservation de l'esthétique architecturale prônée par les ABF? Alors, Donc, là-dessus, c'est clair, moi je suis très à l'aise parce que je suis très attaché au patrimoine et hop, j'avance là par rapport à ça. Hop, est-ce que j'ai bien fait là? Ah, je suis allé trop loin. J'en ai parlé. Pour moi, il y a et puis je travaille vraiment au sujet là.
sur le sujet-là, entre autres avec Effinergie, que j'ai cité là. Donc attendez, hop, voilà, enregistré. Non, hop, j'ai eu un problème, voilà, ne pas enregistrer, hop, ne pas enregistrer, et je viens là. Simplement, je voulais ouvrir la diapo où je parle de ça. Hop, 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 hop. Donc ça, je ne sais pas si l'échange est arrivé avant ou après que je parle du sujet, mais pour moi, c'est un sujet d'importance. Et donc, diaporama, hop, diaporama, voilà. Je le présentais là, hein, dans cette diapo-là et dans cette diapo-là. C'est vrai qu'il y a certaines, dans les solutions techniques de base, que certains appellent les solutions techniques de référence, STR. Il y en a qui sont fâcheuses pour l'esthétique extérieure, pour l'esthétique intérieure d'un bâtiment. D'accord? Donc, il y a des alternatives, souvent, et c'est pour ça que j'ai présenté cette diapo-là. Dire que, grosso modo, je dirais, cette problématique, cet équilibre à trouver entre la protection patrimoniale et l'amélioration énergétique, je dirais, moi, il y a 30 ans plus de 30 ans que je bosse dans le bâtiment, 35 ans maintenant. Il y a 35 ans que je suis sensible au patrimoine et il y a 35 ans que je vois des acteurs qui sont sensibles au patrimoine, qui se disent, mais comment euh, transformer nos bâtiments, je sais pas, ma maison bourgeoise, dans quelque chose qui soit pas, voilà, payer 5 000 balles de fuel par an pour chauffer une maison bourgeoise de 350 mètres carrés, ça plaît pas à tout le monde, et surtout si on est sensible à l'environnement, des choses comme ça. Donc il y a plein de solutions. Il y a les solutions techniques de référence, celles dont j'ai parlé, et puis si telle ou telle solution technique de référence ne fait pas le job, il y a ces solutions alternatives. Donc on peut aller très loin, et dans l'expérience des Finergie Patrimoine, on a vu, puisqu'on a eu une phase d'expérimentation de 3 ans quand même, on a vu que dans la majorité des cas, le niveau BBC, on arrivait à l'atteindre, ou presque. Et si on n'y arrive pas, on va travailler finement sur les équipements. Je ne peux pas être hyper bon, aussi bon que j'aimerais l'être sur l'enveloppe. Ben, je mets du fric dans les équipements pour avoir un super équipement, je sais pas, chauffage au bois ou de la géothermie, voilà, une pompe à chaleur géothermale sur sonde, des choses comme ça. Toujours sur la Réno BBC, l'utilisation d'une VMC double flux dans un projet de rénovation BBC est-elle pertinente, sachant que la performance de l'enveloppe en matière d'étanchéité à l'air n'est pas toujours aussi simple à mettre en œuvre en rénovation en comparaison avec une construction neuve et que le réseau aérolique est parfois complexe à intégrer dans l'existant, suivant les systèmes constructifs et les hauteurs disponibles. Voilà. Pour moi, je vois des avantages à double flux, des inconvénients à double flux, des avantages à la simple flux, des inconvénients à la simple flux. Dans ce qui a été amené dans la longue question, dans les inconvénients à la double flux, c'est qu'il nous faut de la place pour passer les gaines. Les conduits, effectivement, il y en a plus. Voilà, donc il faut de la place et des fois dans des petits bâtiments avec des hauteurs sous plafond pas importantes, des distributions un peu complexes, tout ça, bah, la double flux, elle est dissuasive de fait. Après, je dirais si votre bâtiment il n'est pas étanche à l'air, vaut mieux une double flux qu'une simple flux. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai amené tout à l'heure. Je dirais, si votre bâtiment il n'est pas étanche à l'air, je vais reprendre l'exemple que j'ai amené tout à l'heure, la cuisine. Si vous avez une cuisine et il y a plein d'inétanchéité à l'air entre les murs de la cuisine et l'extérieur, ben, la bouche d'extraction de la cuisine, elle ne va pas aspirer l'air qui ne demande qu'à rentrer par la chambre qui est au bout du couloir. Donc non, parce que les murs de la cuisine ne sont pas étanches à l'air, ben, l'air, il est comme nous, il est fainéant, il va au plus court. Donc c'est pas l'air qui doit faire 10 mètres pour renouveler l'air de la chambre qui va arriver, qui va être aspiré par la bouche de la cuisine. C'est l'air qui arrive par les inétanchéités des murs de la cuisine. Alors que si j'ai une double flux, ben, dans la chambre, j'ai de l'air neuf qui arrive. D'accord? Donc, j'ai quand même de fait une surpression. Donc, même si mes parois ne sont pas étanches, j'ai quand même partout un minimum de renouvellement d'air. Je l'ai dit dans ce que j'ai déroulé tout à l'heure, mais j'ai dit beaucoup de choses. Mais j'ai dit entre autres que si les murs, si les parois n'étaient pas étanches à l'air, ben, l'air réellement renouvelé concernait surtout les parois où il y a quelque chose de
disons de mécaniser. Et en l'occurrence, dans la double flux, toutes les pièces ont quelque chose de mécanisé, soit une aspiration, soit une amenée d'air, ce qui n'est pas le cas en simple flux. Merci. Une question sur le coût de la rénovation BBC par rapport à la rénovation thermique classique. Donc, tu as Ouais. indiqué plus 150 à plus 200 euros TTC par mètre carré. Mhm. Donc la question porte sur voilà, le coût moyen pour la rénovation thermique classique. Donc Alors, non BBC, j'entends. ouais, mais c'est impossible, je dirais, c'est impossible à répondre sans prendre une demi-heure avec des slides, des machins comme ça. De quoi parle-t-on? Parce que quelquefois, quand on parle de rénovation, du coût de rénovation, c'est seulement les actions d'amélioration énergétique. Ça veut dire qu'on compte pas, si je refais une ITI, je ne recompte pas les parements à refaire, disons, les décorations, l'électricité à reprendre, des choses comme ça. Et puis, dans une rénovation, j'ai parlé aussi d'opportunités de faire des adaptations aux nouveaux usages. Ça, on le compte ou pas? Voilà. Donc, finalement, je vais, je vais répondre à la Fernand Reynaud pour les anciens qui ont cette référence encore, je dirais un certain coût. Pour Fernand Reynaud, c'était un certain temps et c'était par rapport au temps je sais pas, par rapport à un fût de canon, combien de temps il mettait pour refroidir tout ça, il disait un certain temps. Je dirais un certain coût. C'est pas possible là de sortir un coût, je dirais, c'est entre, voilà. Et puis je parle de maison individuelle ou de collectif. Et de collectif avec des petits logements, avec des grands logements, un collectif compact, tout ça. Donc ça va de 1 à 5, le coût d'une rénovation. Ok, merci. Sur un mur fermé à la vapeur d'eau, est-ce qu'une ITI biosourcée est possible? C'est pas, il faut faire attention. Donc ça se fait, hein, mais il faudra faire attention il faudra pas tomber dans le piège qui est tendu, j'ose le dire comme ça, au biosourcé, en ITI de mettre des pare-vapeurs très fermés. D'accord? En ITI, d'une manière générale, il faut préférer les membranes hygrovariables ou la membrane orientée, donc quelque chose qui permet l'assèchement si jamais ce qui est à l'intérieur, de l'autre côté de la membrane, soit humide. Donc oui, il y a des solutions, il y a certaines fibres de bois, certaines laines minérales, laines végétales, certaines ouates de cellulose qui peuvent aller, d'accord? C'est à vérifier avec chaque fois le produit, et voir son domaine, la largeur de son domaine d'utilisation. Mais le piège absolument dans lequel il ne faut pas tomber, c'est mettre un pare-vapeur réellement fermé. Et là, pour ces ITI, il faut mettre des membranes microvariables à large spectre ou la membrane orientée. Donc, il n'y en a qu'une sur le marché, c'est une membrane suisse, Magerex de Siga. Alors, il nous Voilà, reste 3 petites minutes. voilà, ok. Ben, encore une question alors. Alors, que penses-tu de la multiplication des matériaux dans les parois réputées performantes, mais qui complique le processus de construction et peut augmenter les risques d'erreur? Je dirais que chaque fois, il faut prendre des exemples. Moi, ce qui me dérange, c'est que les choses soient pas démontables ou soient collées. C'est-à-dire qu'il y ait plusieurs couches. Si c'est des couches clairement définies, bien mises en œuvre, tout ça, et démontables sans dégradation, pourquoi pas? Après, le multicouche, faut pas qu'il soit déconnant non plus. Donc, tout est relatif. Là, c'est vraiment, je dirais, c'est le genre de truc dont on peut parler en formation en disant, voilà, c'est quoi le multicouche? À partir de combien de couches c'est du multicouche pour vous? Et regardons s'il y a des possibilités de simplifier ou d'avoir moins de couches. Mais je dirais des couches, quand elles sont clairement définies, pérennes l'une et l'autre, et qu'il n'y a pas de fragilité euh, de l'une, parce que le problème, on va dire éventuellement, si vous avez 5 couches, ben, la performance de l'ensemble, elle est liée à la couche la plus faible. Donc, il faut que les 5 soient robustes par rapport à ça. Mais sur le principe, à partir du moment où c'est déposable aussi par rapport à la gestion de fin de vie, on a parlé un petit peu de fin de vie tout à l'heure, dans les éléments que je trouve très intéressants dans les biosourcés denses, c'est la possibilité de faire plusieurs
et vie. On a parlé tout à l'heure, pas pour les biosourcés, pour la laine de roche, où là, effectivement, potentiellement pour la laine de roche, mais ça vient du fait qu'elle soit très dense. Voilà. Et qu'elle peut faire, pas de vitam aeternam, mais plusieurs cycles de vie. Donc, je dirais, par rapport aux multicouches, c'est la pérennité, et on ne peut pas dire multicouche égale pas pérenne, mais dans le multicouche, j'aurais le souci de la gestion de fin de vie. Voilà. Moi, je préfère trois couches avec que des choses démontables, déposables aisément, plutôt qu'une couche de trucs collés où on sera obligé de tout décoller et finalement avec quelque chose de non valorisable. Merci Samuel, merci à tous et à toutes. On arrive à la fin de cette conférence. Je vous remercie pour vos questions. Pour celles et ceux à qui on n'a pas pu répondre, ben, je vous invite à aller les poser sur le forum du MOOC où Samuel se fera un plaisir de répondre à ces questions. Donc déjà, à vous informer sur le MOOC, puis voilà, si vous ne trouvez pas la réponse, n'hésitez pas à nous solliciter. Encore merci pour votre participation et puis pour le fort intérêt que vous avez présenté pour cette webconférence. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et voilà, au plaisir de prochains échanges. Très bien. Au revoir à tous et Au toutes. revoir.